les moyens par lesquels l'homme peut supporter le lourd fardeau de la vie. Pourquoi la vie est un fardeau, mes enfants? Vous le savez très bien. Parce que, comme disait, je crois, Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et lorsque Hugo disait déjà, ceux qui vivent sont ceux qui luttent, ça veut dire quoi? Que la vie, elle est souvent synonyme de quoi? De souffrance, de douleur, d'angoisse, de désespoir, d'inquiétude, de chagrin. Mais face à cette difficulté d'être, pour parler comme Jean Cocteau, j'ai dit, l'art est la réponse que l'homme adresse à l'hostilité du monde. Ça veut dire quoi? Que par le biais de l'art, l'homme, il se rend le monde habitable. Par le biais de l'art, l'homme, j'ai dit, il a les moyens de supporter le poids de l'existence. Me vient à l'esprit ce que dit Arthur Schopenhauer, que j'aime bien. C'est Arthur Schopenhauer qui disait, mais la vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et lorsque le philosophe allemand Arthur Schopenhauer disait la vie n'est pas belle mais les images de la vie sont belles, les images de la vie, mais c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Schopenhauer dit, si un serpent entrait parmi nous, ben c'est sûr que notre conférence, si belle soit-elle, elle est déjà terminée. Mais Schopenhauer dit, le même serpent qui dans la vie de tous les jours me fait peur parce que, comme dit le chanteur Kougis Diane Saham Lemside, ça veut dire quoi? Le même serpent qui me fait peur dans la vie de tous les jours parce que quand je le vois, je pense à la mort. Schopenhauer dit, ce même serpent représenté sur un tableau de peinture, il peut être tellement beau qu'on a envie de l'embrasser et de le caresser. Mais reconnaissez que vouloir embrasser un serpent n'est possible que par la magie de l'art et non pas par la vie réelle. C'est pourquoi Schopenhauer dit, si la vie n'est pas belle, les images de la vie reflétées par l'œuvre d'art, elles sont entièrement belles. Qu'est-ce que l'art lui-même? Je ne vous réciterai pas ce que vous savez déjà. C'est André Lalande qui adjoint deux attributs à l'art, le fait de viser le beau et le fait d'être la production d'un être conscient. Je ne vais pas réciter ça parce que si vous le faites, vous n'allez pas être original, parce qu'à la dissertation ou aux commentaires sur l'art, chacun dira l'art, c'est la production du beau par les œuvres d'un être conscient. Donc vous êtes très fort, le lycée Limamoulaye est un symbole d'excellence et vous allez dire l'art est une activité désintéressée parce que ne visant que le beau. Et quand vous aurez dit ça, vous avez défini sans avoir besoin de réciter un mot d'un dictionnaire. Et donc, dans tous les cas, cela permet d'interroger maintenant la nature des rapports que l'art entretient avec la réalité. Quelle relation l'art entretient-il avec la réalité? En principe, c'est déjà réglé dans vos courants littéraires. Je disais dernièrement à mes élèves, vous avez la drôle façon de penser que, écoutez, ce qui est valable en littérature n'est pas valable en philosophie, c'est faux. Il n'y a pas de frontière entre la philosophie et la littérature. Je peux parfaitement argumenter en m'appuyant sur Baudelaire, sur Victor Hugo, une dissertation ou un commentaire philosophique, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de cloison étanche entre la philosophie et la littérature. Et cette question que vous avez examinée avec vos professeurs, des rapports entre l'art et la réalité, je dis normalement, on n'aurait même pas besoin de faire un cours sur ça, parce que dans vos courants littéraires, vous avez réglé la question de savoir quel rapport l'art entretient-il avec la réalité. Vous savez très bien, j'imagine que vous êtes d'excellents littéraires et non pas, comme je dis souvent en taquinant mes élèves, des littérailleurs, parce que de plus en plus, nous n'avons pas des littéraires dans nos classes, mais des littérailleurs. Parce que je dis un littéraire, il se nourrit de littérature. Mais souvent, mes enfants, reconnaissez-le, vous vous débrouillez pour arriver en terminale sans avoir jamais lu un seul ouvrage sérieux du début à la fin. Quand c'est le cas, je dis, de la même manière que nos grands-parents étaient des tirailleurs, vous êtes des littérailleurs, parce qu'un littéraire se nourrit d'abord de littérature. Mes enfants, vous savez très bien qu'il y a des courants littéraires dans lesquels on vous dit le but de l'art n'est rien d'autre que de reproduire le plus fidèlement possible les problèmes, les contradictions et les préoccupations propres à son milieu et à son époque. Si je tendais le micro à n'importe lequel d'entre vous, il me dirait dans quel courant littéraire on considère que le but de l'art, du roman, du théâtre, c'est de reproduire fidèlement les préoccupations de son milieu ou de son époque. Je sais que vous me répondrez, c'est valable dans le naturalisme d'Émile Zola, c'est valable dans le réalisme. Parce que dans les deux cas, il s'agit, comme dirait Stendhal, de considérer que le roman, je me souviens de mes lectures d'il y a 40 ans, que le roman est une sorte de miroir, je crois, que l'on promène le long d'un chemin. Dans une autre perspective, vous avez d'autres courants littéraires qui réfutent cette approche et qui vous disent, écoutez, au fond, il ne s'agit pas de reproduire ce qui est, mais il s'agit en quelque sorte pour l'artiste, comme j'ai envie de dire, de nous emporter sur les ailes de son imagination.
Si je vous tendais le micro, n'importe lequel d'entre vous me dirait ces courants littéraires dans lesquels on ne reproduit pas le monde réel, mais on produit un monde propre, totalement nouveau, vous me direz sans doute que c'est valable chez les Parnassiens, je crois que c'est valable également dans le symbolisme de Baudelaire. Je pense que vous goûtez à Baudelaire et belle chose de la littérature. Vous vous rappelez le poème de l'Albatros chez Baudelaire? Je dis vous vous rappelez, mais je suis sûr que vous n'avez même pas lu pour vous rappeler. Le poème de l'Albatros chez Baudelaire. L'Albatros symbolise quoi? L'albatros, c'est un oiseau, mais il symbolise quoi, comme on est dans le symbolisme? Bah, il symbolise le poète. Ouais, l'albatros, c'est un oiseau. Qu'est-ce que Baudelaire en dit? Si je me souviens de mes vieilles récitations d'il y a 40 ans, vaste oiseau des mers, mais que ses ailes de géant empêchent de voler. Capturé parmi les membres de l'équipage, l'albatros éprouve de l'ennui et du spleen. Pourquoi? Réponse de Baudelaire, parce qu'il est le prince des nuits. Mais quand il dit l'albatros, qui est le poète, il éprouve du spleen et de la nausée dans ce monde réel, parce qu'il est le prince des nuits. Ça veut dire quoi? Ce monde-là n'est pas la demeure réelle du poète. Quel est le véritable monde du poète? Mais c'est le monde des paradis artificiels enfantés par l'imagination créatrice du poète. Dans l'autre poème, l'invitation au voyage, qu'est-ce que Baudelaire dit? Mon frère, ma soeur, allons là-bas, vers ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté. Et lorsque Baudelaire disait allons là-bas, vers ce pays où tout est ordre, calme, luxe, beauté et volupté, ce n'est pas le pays et le monde réel dans lequel vit le poète, mais encore une fois, le monde engendré par l'imagination du poète. Vous trouvez la même chose en philosophie? Dans le premier cas, la théorie de l'art comme mimésis, c'est-à-dire imitation, vous la trouvez déjà en Grèce, avec par exemple Platon, avec par exemple Aristote, qui considère que l'art doit relever, j'ai dit, de la mimésis. Dans mimésis, il y a mimé, mais ça veut dire simplement de l'imitation. Chez Platon, ce qu'on imite, ce n'est pas l'intelligible, mais le sensible. Et il dit, en imitant le monde sensible, on doit comprendre que l'art est une copie de la copie. Pourquoi l'art est une copie de la copie? Parce que le monde sensible lui-même est une copie du monde intelligible. Et quand je reproduis le monde sensible, c'est une copie de la copie. Platon précise une copie imparfaite d'une réalité elle-même déjà imparfaite. Dans l'autre cas, les Parnassiens, Baudelaire, en philosophie, c'est toute la critique héritée de quelqu'un qui s'appelle Hegel, poursuivie jusqu'à quelqu'un qui s'appelle Bergson, et qui considère que oui, l'art est non pas un terrain d'imitation fidèle, mais l'art est un terrain de création authentique. C'est déjà la perspective de Hegel. Hegel dit clairement que l'artiste, il n'y a qu'une seule question que le véritable artiste devrait se poser. Quelle est la seule véritable question que l'artiste original devrait se poser? Réponse de Hegel: comment je dois faire pour devenir immortel? Et quand il dit que la seule question que doit se poser l'artiste, c'est comment faire pour devenir immortel, c'est une manière de montrer quoi? Que l'artiste, il doit chercher à remporter entre guillemets une victoire sur la mort. Comment remporter une victoire sur la mort? Non pas en reproduisant des choses existantes, mais comment accéder à cette immortalité symbolique en produisant des chefs-d'œuvre, en produisant des œuvres inédites, marque de mon génie et de ma créativité, faisant que, éternellement, moi artiste, je pourrai survivre dans la mémoire et dans la conscience des hommes. Que dit Hegel? J'ouvre les guillemets. L'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Et il ajoute, cette imitation ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Fin de citation. Et lorsque Hegel dit, je répète une dernière fois, l'art doit avoir un autre but que celui de l'imitation purement formelle de ce qui existe déjà. Imitation qui ne peut donner naissance qu'à des artifices techniques n'ayant rien de commun avec une œuvre d'art. Ça veut dire que pour lui, il ne sert à rien de reproduire ce qui existe déjà. Pourquoi? Hegel dit de toute façon, entre cet arbre là-bas et sa reproduction sur un tableau, les résultats de l'imitation resteront inférieurs à ce qui existe dans la nature. Et il dit, vouloir reproduire fidèlement cet arbre-là, c'est être dans la position d'un ver de terre, vous le savez, faisant des efforts pour égaler un éléphant. Et Hegel donc dit très clairement, ce que l'esprit crée est supérieur à ce que la nature produit. Ça, il faut le retenir. Hegel dit, ce que l'esprit crée,
Ça veut dire quoi? Le beau artistique est supérieur au beau naturel. Pourquoi le beau artistique, qui est celui qui est par l'homme, est supérieur au beau naturel? C'est parce que, dit-il, le beau artistique créé par l'homme est une œuvre de l'esprit, et comme l'œuvre de l'esprit est supérieure à ce qui est donné, ça veut dire quoi? Le beau artistique, produit de l'esprit, est infiniment supérieur au beau naturel. Idée que vous retrouvez